Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. 9h32, la vérité en face, le wokisme, est-ce que c'est un danger ou une opportunité? Est-ce qu'il pourra, en tout cas le wokiste à l'américaine, pourra-t-il déferler sur la France avec ce livre? Et Anne Toulouse qui est avec nous, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste franco-américaine, auteur du wokisme, la France sera-t-elle contaminée, aux éditions du Rocher? Et notre invité qu'on aura dans quelques instants, Alex Mahoudeau, qui est sociologue, auteur de la Panic Wok, anatomie d'une offensive réactionnaire, aux éditions Textuelles. Oui, qui sera avec nous. Alors avant de débattre sur est-ce que ce wokisme va déferler, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux pour la France et ce qui peut se passer, il faudrait peut-être redéfinir à chaque fois ce qu'est le wokisme, qui nous vient donc des États-Unis, Anne Toulouse. Alors c'est la vivante illustration de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'au début c'était un mouvement extrêmement généreux qui est né dans la communauté noire américaine dans les années 70, donc juste après la fin, au moment des droits civiques, si vous voulez. Donc où la société s'ouvrait juridiquement, mais elle ne s'ouvrait pas forcément dans les esprits. Et là, il y a eu cette idée qu'il y avait un désavantage fondamental de la société noire vis-à-vis de la société blanche. On ne parlait pas trop des autres minorités, parce qu'il y a tout de même aussi les hispaniques, les asiatiques, enfin, etc. Donc, à partir de là, si vous voulez, le mouvement s'est amplifié et a dégénéré. Alors, on l'a amplifié, on l'a étendu à d'autres minorités, les minorités sexuelles, d'abord les homosexuels et ensuite les transsexuels. Et à partir de là, c'est greffé, mais surtout d'ailleurs chez ceux qui n'étaient pas directement concernés, parce que moi je vis aux États-Unis et je vois bien quelles sont les préoccupations principales de la communauté noire, qui sont mes voisins à Washington. J'habite à Arlington, Washington est tout à côté, et ce sont des problèmes quotidiens, c'est l'amélioration des écoles, c'est l'amélioration du service de santé, enfin de tout ça. Et dans les universités, on est monté dans une espèce de délire où finalement tout ce qui était de culpabilité et de victimisation, si vous voulez. Il y avait d'un côté les héritiers d'un système injuste, ce qui fait que de génération en génération on portait la culpabilité d'un passé que d'ailleurs tout le monde réprouvait, enfin presque tout le monde, et puis de l'autre côté il y avait une espèce de victimisation. Ah ben oui, de toute façon vous êtes les victimes de la société, quoi que vous fassiez, vous êtes dans une société raciste ou avec des préjugés sexuels. Donc je trouve que c'est assez malsain, parce qu'à partir du moment où d'abord on est incapable d'avancer, parce que depuis la déségrégation, il y a quand même eu un président noir aux États-Unis. Il y a une représentation des minorités qui certes n'est pas proportionnelle à la population, encore que. Et on voit bien que la société progresse énormément. Il y a eu l'affirmative action, et c'est comme si on était resté au temps de l'esclavage et de la ségrégation. C'est hallucinant. Alors, voilà donc votre définition. Alors, et si on va même plus loin, c'est le mot en lui-même, ça vient de wake. Oui, c'est ça, d'être réveillé au problème de son époque. D'être réveillé, oui, c'est ça. Alex Mahoudeau, vous êtes en ligne avec nous par téléphone. Vous serez dans un instant avec nous en studio. Bonjour. Est-ce que vous êtes donc auteur de Panic Wok, anatomie d'une offensive réactionnaire, aux éditions Textuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition donnée par Anne Toulouse ? Non, absolument pas. D'abord, le terme, si j'en crois ma collègue de Mme Fatou Niang, ne remonte pas aux années 70. En réalité, il remonte plutôt à la fin du 19e siècle. Et ensuite, il me semble que quand on regarde au long cours l'histoire du mouvement conservateur et réactionnaire aux États-Unis, on voit ces complaintes du fait que l'antiracisme serait effectivement allé trop loin, qu'il aurait trop fait de demandes, que ça décrocherait des réalités de la population et que ça serait concentré sur les universités. En réalité, depuis à peu près qu'il y a un mouvement conservateur aux États-Unis. Moi, je prends dans mon livre l'exemple d'un monsieur qui est William Buckley, qui était un intellectuel conservateur, qui discutait avec le grand intellectuel antiraciste, dont le nom m'échappe parce que je suis dans la voiture, je suis vraiment désolé, et qui disait, monsieur, on était avant la fin du mouvement des droits civiques, et qui disait, monsieur, dans les campus universitaires, tout le monde vous adore, vous êtes la coqueluche de ces dames, et vous venez nous parler de racisme, alors même que finalement tout ça c'est terminé, et on était dans les années 60 à cette époque-là. En réalité, ce qu'on voit, c'est un phénomène de backlash, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des progrès sociaux, il y a des forces qui se mobilisent contre ça pour aller à l'encontre de ces progrès, de ces luttes, et qui ne veulent pas dire leur nom, qui se présentent comme étant la naturelle réaction à un mouvement qui est allé trop loin. Et par exemple, on parle des questions quotidiennes, il faut voir que par exemple le grand projet de loi de Joe Biden qui s'appelle Build Back Better a précisément été opposé alors qu'il s'agissait d'améliorer des infrastructures pour tout le monde, pour les petits gens dont
Madame Toulouse parlait il y a un instant, eh bien, était opposé en vertu du fait qu'il serait wokiste, précisément. Il s'agit en fait d'une catégorie dans laquelle on met tout ce qui déplaît au mouvement conservateur. Ouais. Anne Toulouse, par rapport à... Je ne suis pas déjà d'accord sur le fait que le grand plan de Joe Biden ait été... recadré au nom du wokisme, c'est plutôt parce qu'il était beaucoup trop cher et qu'il n'est pas passé à cause de l'absence des voix de 2 sénateurs démocrates. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger le particulier au général et d'une manière générale, on peut dire que peut-être certains conservateurs sont hostiles au wokisme, mais je veux dire que dans la population américaine, beaucoup de gens sont perplexes devant d'abord cette limitation, je dirais, du vocabulaire, où on ne peut plus appeler un chat, où on ne peut plus appeler les choses par leur nom, et où on induit une espèce de discrimination qu'on appelle... Attendez, Alex Mahmoudou, vous allez prendre la parole. Oui, terminez. Je ne sais plus où j'en étais, du coup. Oui, où on a induit une sorte de discrimination qu'on appelle positive, et qui est bonne tant qu'elle est sur le plan économique. Mais à partir du moment où il s'agit de séparer, en fait, d'opposer des groupes de la société, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas, à la limite, qu'on enseigne, qu'on dise que ceci, que cela, mais à partir du moment où vous prenez des gamins à l'école primaire et vous leur expliquez que les uns sont dans le groupe des victimes et les autres dans le groupe des oppresseurs, moi je ne trouve pas ça sain du tout. Alex Mahmoudou, Oui, bien sûr. Alors moi j'aimerais bien savoir ce qu'on n'a plus le droit d'appeler par son nom. Tout simplement, c'est une question que je me pose parce que je sais par exemple que dans son livre, Madame Anne Toulouse se plaint du fait que c'est désormais interdit de dire les femmes et les hommes, en vertu du fait que certaines guidelines au niveau médical recommandent de parler plutôt de personnes enceintes parce que ça permet d'inclure des personnes transgenres. Vous vous en plaignez tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant ce phénomène de victimisation ici. J'ai pas l'impression que ce soit interdit de dire les femmes et les hommes aux États-Unis. Et par ailleurs, ensuite, il faut bien voir que c'est étonnant la discrimination positive ou la Alex Mahmoudou, ça arrive quand même sur certains campus, en fait, en Californie aujourd'hui, par rapport à cette distinction homme-femme. Si, bien sûr, et avec les toilettes qui doivent être, évidemment, on ne doit plus mettre... Non mais ça existe. Vous pouvez pas le nier. C'est un excellent exemple. Est-ce que c'est une exagération ou pas? Oui. Ce débat des toilettes qui est effectivement également cité par Mme Toulouse dans son livre, elle le présente comme un effet du wokisme, que des personnes auraient demandé qu'on autorise en réalité aux personnes transgenres de se rendre dans les toilettes de leur choix en fonction de leur assignation de genre. C'est en réalité faux. Les personnes transgenres vont dans les toilettes de leur sexe d'assignation depuis très longtemps, quand elles ne se privent pas d'y aller pour ne pas mettre les gens cisgenres mal à l'aise. C'est en réalité une offensive conservatrice qui vient du Royaume-Uni, qui a consisté pour certaines personnes à dire qu'il fallait cesser cette pratique et qui consiste à faire des absurdités comme par exemple proposer qu'on mette des personnes pour surveiller les organes génitaux des gens à l'entrée des toilettes. Mais je ne vois pas ce que le mouvement trans aurait à voir là-dedans. On parle de gens qui ont envie de vivre leur vie normalement et d'autres qui veulent aller effectivement faire la police des culottes. Mais ça, il s'agit malheureusement des réactionnaires. Est-ce que plus généralement, pardon, Madame Toulouse, et c'est à vous que je pose cette question, est-ce qu'on peut combattre des discriminations par d'autres discriminations ? Oui, alors on ne va pas faire descendre le débat dans les toilettes, mais enfin, je vous remercie d'avoir si bien lu mon livre, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu aucun contrôle d'identité à l'entrée des toilettes et qu'il y a peut-être des problèmes plus importants. Et quand on dit que la différence homme-femme n'est pas combattue aux États-Unis, vous allez sur le site de n'importe quelle université, et ça, n'importe qui peut le faire. Vous avez Internet, vous prenez la liste des universités américaines. Dans la plupart, au moment de donner votre genre, on vous donne... non seulement hommes, femmes, autres, mais j'ai répertorié jusqu'à 6 penchants de tel côté, penchants de là. Moi, je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie. Du coup, je crois que j'ai une question qui était... Ça pose des problèmes aux fameux gens ordinaires dont vous parliez tout à l'heure. Vous pensez que c'est ça qui leur pose des soucis dans la vie à vos voisins, de savoir qu'il y a 6 catégories de gens sur les sites des universités? Non, je trouve que c'est inutile, c'est tout. Non, je disais, Madame Toulouse... C'est pas un problème, pourquoi on en parle? Attendez, Alex, deux secondes. Je vous demandais, est-ce qu'on peut aujourd'hui combattre des discriminations par d'autres discriminations? Parce que c'est sans fin, en fait. Ça, c'est le problème. Quand on entre, le seul mot de discrimination, moi, me gêne. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui sont désavantagés les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, je cite une phrase de Barack Obama, au début de sa présidence, qui a dit « Il ne faut pas que les rêves des uns s'accomplissent au détriment des rêves des autres ». Moi, j'aime bien une société où on donne le maximum de chances et
et évidemment, personne n'est parfait, aucune société n'est parfaite, mais où on ne dise pas au départ aux gens, vous êtes dans la classe des privilégiés, vous êtes dans la classe des victimes. Parce que si vous êtes une victime, ça vous coupe les ailes dès le départ. Si vous êtes un privilégié, ou bien vous allez dire, je suis un privilégié, je suis du bon côté, ou alors vous allez vous sentir coupable, ce qui n'est pas non plus un bon état d'esprit. Moi, je suis pour une société où il y a de la cohésion, et Dieu sait qu'il y a assez de raisons de ne pas avoir de cohésion dans la société. Je trouve qu'il y a dans le wokisme l'illusion d'une société parfaite, où tout serait bien, où il n'y aurait jamais de discrimination, de différence entre hommes et femmes. Alex Maudo, sur cette illusion, alors bien souvent c'est à partir d'illusions qu'on construit. Je suis absolument d'accord avec Madame Toulouse sur le fait qu'il faille construire une société qui est une société juste. Je ne suis pas convaincu que quand on a cette discussion-là, quand on dit par exemple qu'il est établi qu'aux États-Unis vous avez moins de chances de réussir dans la vie si vous êtes d'une famille qui est pauvre, si vous êtes d'une famille qui est noire, si vous êtes d'une famille qui n'a pas bénéficié en fait de ces avantages, eh bien je ne pense pas que casser le thermomètre permette de régler le problème. Moi je dis dans mon livre qu'il y a un travers de l'anti-wokisme qui est de croire que ne pas nommer les problèmes ça permet de leur éviter d'exister. En réalité c'est en les nommant qu'on leur permet d'exister. Par exemple, toujours dans votre livre, Madame Toulouse, vous dites que au moment de la vaccination contre le Covid, on a fait des statistiques au niveau des groupes raciaux, entre guillemets, aux États-Unis. Mais il s'avère que ces statistiques ont permis d'éclairer le fait que le taux de mortalité chez les Noirs américains, du fait de tout un ensemble de problèmes qui sont sociaux, qui ne sont pas des problèmes génétiques, était largement supérieur, parce que ces gens avaient tendance à faire des métiers, par exemple, qui les mettaient plus en danger, etc. Je ne vois pas divise la société, ces gens. On ne vous entend pas très bien. On va poursuivre dans un instant la conversation et on reviendra bien sûr sur là-dessus. En France, je rappelle que officiellement, il n'y a pas de statistiques ethniques. J'y bien officiellement parce que dans certains secteurs, ça se fait quand même, ça se pratique. Ça, on le sait parce qu'on l'a découvert à plusieurs reprises à travers des enquêtes. Allez, on continue de parler du wokisme. Anne Toulouse avec ce livre, La France sera-t-elle contaminée? Et puis Alex Maudo en réplique en quelque sorte. Le panic woke, anatomie d'une offensive réactionnaire. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que le wokisme est un danger ou une opportunité pour la France? Vos appels 0826 300 300. À tout de suite. La vérité en face sur le wokisme, l'éveil, bien sûr, de l'esprit face aux discriminations. Le wokisme à l'américaine, danger ou opportunité, avec ce livre. Anne Toulouse qui est avec nous, encore merci d'être là. Wokisme, la France sera-t-elle contaminée? Faut-il craindre l'essor des théories sur le genre, la race, l'identité, l'intersectionnalité ou le décolonialisme, pardon. Et avec nous, Alex Maudo, bonjour, parce que vous êtes et qui vient d'arriver en studio. Voilà, il est plus au téléphone. Vous ne pouvez pas attendre de me rencontrer. C'est un plaisir. Sociologue et auteur de la Panic Walk, anatomie d'une offensive révolutionnaire aux auditions textuelles. Et vous appelle 0826 300 300. Oui, alors on en a parlé sur la définition en fait tout à l'heure et puis sur l'opposition que vous pouvez en avoir de la vision. On en parle aussi aujourd'hui beaucoup parce qu'il y a eu la nomination et c'est particulièrement important. C'est plus qu'un symbole en fait au ministère de l'Éducation nationale de Pape Ndiaye, qui a vécu aux États-Unis, lui justement aussi, qui est un intellectuel, un historien, qui a pris conscience de la cause noire, alors qu'il est noir, bien sûr, le dit-il, beaucoup plus en fait en étant aux États-Unis. Et c'est vrai que il y a les interrogations sur ce qui peut se passer aujourd'hui dans l'éducation nationale, parce que Jean-Michel Blanquer avait combattu le wokisme dans les universités, dans les écoles, etc., à tel point qu'il a soutenu un colloque qui s'était tenu il y a de cela quelques mois. Et là, il y a interrogation autour de cela. Ce qui a donc conduit d'ailleurs, Alex Maudo, votre livre, la panic woke, comme s'il y avait une panique autour du wokisme, quoi. Oui, tout à fait, il y en a une. Pourquoi ? Il y en a une parce que, en réalité, quand on regarde les faits, on parle des États-Unis, par exemple, on parle d'atteinte à la liberté d'expression, ce qui est un sujet très important. En fait, c'est bien au nom de l'anti-wokisme, de la lutte contre ce prétendu wokisme, que les plus grandes atteintes à la liberté d'expression ont eu lieu. On parle d'un mouvement républicain aux États-Unis qui actuellement va jusqu'à interdire certains discours de Martin Luther King, l'enseignement de ces discours au nom de la lutte contre la soi-disant théorie critique de la race, qui en fait n'est pas enseignée dans les écoles. Comme en France et comme aux États-Unis, on interdit aujourd'hui certains discours. Et bien sûr aussi. D'ailleurs, à l'époque colonialisme, etc. À l'époque de ce colloque, on a
des prises de position qui visent à dire qu'il y a des dangers sur les campus, qu'il faut interdire certaines études sur le genre, que tout ça serait idéologique, que c'est très dangereux. Et effectivement, cette panique, moi, elle m'inquiète parce que ces sujets, quand on regarde, ils sont en réalité pas dominants dans la société ni sur ces fameux campus. Anne Toulouse, vous qui, je le rappelle, vivez entre les États-Unis et la France. Je vis surtout aux États-Unis. Oui, surtout aux États-Unis. Oui. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas aller du particulier au général. C'est vrai qu'il y a toujours quelques esprits enflammés qui vont interdire ceci ou cela dans leur petite paroisse et où finalement ça va avoir assez peu d'effet parce que ça va être attaqué en justice et ça ne passera pas. Ce qui gêne les gens dans cette théorie critique de la race, ce sont des déclarations comme de toute façon le seul remède à la discrimination, c'est encore plus de discrimination, ou des choses comme ça, où le racisme est quelque chose qui est totalement inguérissable. Alors pourquoi se fatiguer à le guérir? Je vous demande un peu. Alors je dirais que c'est là un peu le problème. Et c'est vrai qu'il y a une contamination des États-Unis. Enfin, contamination, c'est peut-être un peu négatif, mais qu'il y a une mode, je dis. C'est comme le Coca-Cola et les hamburgers. C'est pas forcément bon, mais tout le monde en consomme. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment un activisme des États-Unis, dont Pabdian est peut-être l'illustration, pour importer le communautarisme en France. Et je parle là sérieusement, puisque sous la présidence d'Obama, l'ambassadeur très officiellement est allé dans les banlieues françaises et a donné des leçons de communautarisme. J'imagine l'inverse, imaginez que notre ambassadeur aux États-Unis soit allé dans les banlieues. Mais avec cette volonté, vous dites, avec cette volonté d'implanter le communautarisme et communautarisme et wokisme, alors vous mettez ça sur le même plan? Non, justement. Alors c'est un peu le problème, parce que le communautarisme est une chose qui a aussi ses dangers, puisque communautarisme, ça veut dire qu'on n'est plus une communauté nationale, mais que chacun est dans son coin. Ce qui se passe aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a des raisons historiques, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait que le pays ait été peuplé par des vagues successives d'immigration, dont beaucoup, à part les Français d'ailleurs, ont gardé une proximité avec leur origine. Vous avez la communauté irlandaise qui va se battre avec la communauté à un moment polonaise, enfin, etc. Et puis vous avez ce grand péché originel des États-Unis qui est l'esclavage et qui, dès la constitution du pays, sépare le pays en hommes libres et esclaves. Et c'était tellement gênant qu'ils n'osent pas le dire dans la Constitution, mais à un moment ils se disent il faut quand même compter les esclaves parce que sinon les États du Sud vont être sous-peuplés et auront moins de représentation parlementaire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On décide que les Noirs vont faire 3/5 de Blancs. C'est complètement absurde. Mais ces absurdités se sont pérennisées. Et moi, ce qui me gêne dans la société américaine, dans laquelle je vis en permanence, c'est qu'en fait, on a l'impression que toutes les injustices du passé, au lieu de les liquider, au lieu de dire maintenant on va partir sur de nouvelles bases, on va être les citoyens du même pays, on essaie de les inverser. Et c'est-à-dire, c'est combattre la discrimination par la discrimination. Alors, on peut être d'accord avec ça, moi pas. Oui, Alex Maudo. Alors, cette phrase, la discrimination est une solution, la discrimination présente est une solution à la discrimination passée, c'est une citation de l'intellectuel américain Ibram X. Kendi, qui fait lui-même référence à Martin Luther King, qui, dans son dernier ouvrage, disait « Une société qui a beaucoup fait contre les Noirs va devoir faire beaucoup pour les Noirs ». Et c'est un peu ça le cœur du problème. Effectivement, l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Il a d'ailleurs aussi été aboli en France, qui est un pays qui a ce même péché originel. Pas dans les mêmes proportions. Oui, mais pas sur le sol. Absolument. Pas sur son sol. Pas sur son sol et pas dans les mêmes proportions. Bien sûr. Toujours est-il que, effectivement, cette abolition de l'esclavage, elle ne suffit pas. En fait, tout simplement, il y a le mouvement pour les réparations qui est en cours. Et dans le cadre de Black Lives Matter, c'était bien le débat. Comment va-t-on faire, étant donné que la richesse intergénérationnelle ne se transmet pas, qu'il n'y a jamais eu de compensation en réalité qui a été faite à l'égard des Noirs américains, des descendants d'esclaves, comment va-t-on faire pour la mettre en place? Et ça ne nécessite pas que des actions symboliques, ça nécessite aussi du sonnant et trébuchant. Ou, comme le disait encore une fois Martin Luther King, il est temps de récupérer le chèque en bois que l'Amérique a fait. Oui, mais c'est ça qui est compliqué. Pourquoi réparation et pourquoi pas évolution, en fait? Pourquoi aller toujours vers le négatif plutôt que de dire, bah voilà, ce que disait Madame Souli, mais en et vers le positif. De compenser une inégalité concrète. Si les gens vivent dans un mauvais quartier, ce qui est prédicteur du fait qu'ils vont avoir une mauvaise vie, il semblerait, en tout cas, à mon sens, il semblerait de bon sens, d'investir des ressources publiques pour améliorer ces quartiers, pour améliorer l'éducation. Donc c'est améliorer, c'est pas être en repentance pendant des années. Par exemple, les écoles sont financées par la taxation locale. Une des demandes des mouvements antiracistes en cours, c'est de changer ça de façon à ce que les enfants de riches n'aillent plus dans des écoles de riches et les enfants de pauvres n'aillent plus dans des écoles de pauvres. Ce à quoi le mouvement conservateur aux États-Unis répond: oui, mais ah mon Dieu, regardez, on a mis un noir militant pour ce mouvement sur des pubs Nike, c'est un scandale, il faut arrêter Nike, c'est du wokisme, etc.
parlons des choses concrètes et parlons-en en France également. Oui, Anne Toulouse. Oui, on part d'ailleurs du principe que tous les Noirs sont pauvres et que tous les Blancs sont riches. On oublie complètement les Asiatiques. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va demander à l'immigrant asiatique qui arrive pour travailler dans je ne sais pas, la terre ou aux Mexicains qui traversent la frontière de verser des indemnités à une partie. Alors, je ne sais pas sur quelle base se ferait l'indemnisation des Noirs, parce qu'il faut bien dire qu'au moment de la fin de la guerre de sécession, on a promis aux Noirs, je crois que c'était 30 acres et une mule, et les libérateurs, c'est-à-dire l'Union, n'a jamais tenu cette promesse. Mais c'était quand même, si je calcule bien, il y a 160 ans ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on est... Moi, c'est ça qui me gêne, c'est d'être toujours remâché ce passé et de ne pas situer le débat entre riches et pauvres. C'est bien qu'il faut investir dans les quartiers pauvres. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des quartiers pauvres asiatiques, des quartiers pauvres hispaniques et de tous les quartiers, tous les endroits pauvres blancs d'Appalachia et tout ça? La question après, pour terminer, c'est comment on l'importe en France et quelle concrétisation, parce qu'on n'a pas tout à fait quand même la même histoire que les histoires américaines. Mais je suis d'accord avec vous, cher monsieur, mais nous n'avons pas eu cette question-là quand il s'est agi d'importer des États-Unis la théorie de la vitre brisée, par exemple, qui est une théorie, pseudo-théorie venue des États-Unis qui conduit à ce qu'on appelle des politiques de tolérance zéro. On n'a pas ces inquiétudes-là quand il s'agit d'importer la destruction des services publics. Il y a eu des inquiétudes dans la société. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, la destruction des sécurités en matière de travail. Vous avez tout oublié de votre histoire, mon cher ami. Il y a eu des manifestations, il y a eu en fait le communisme, il y a eu le socialisme face aux libéraux. Donc qu'est-ce que... Attendez, soyons sérieux dans ce que l'on dit. Je pense qu'il est très important à ce niveau-là, au lieu de se demander est-ce que ça vient des États-Unis, est-ce que ça vient pas des États-Unis, c'est est-ce que les politiques proposées sont positives ou négatives. Je vois par exemple qu'on s'inquiète beaucoup de gens qui seraient renvoyés excessivement de leur emploi. Et moi, je suis contre ça. Il s'avère que quand le MEDEF organise une table ronde sur la culture woke et ses excès dans l'entreprise, je ne suis pas convaincu, voyez-vous, que leur but soit de renforcer les sécurités des employés face à leur employeur qui pourrait avoir envie de les licencier. Je ne pense pas que ce soit à l'agenda du MEDEF ou alors je me suis trompé. Et là-dessus, moi, ma question est toujours la même. C'est que faisons-nous concrètement? Car c'est bien de s'énerver du fait qu'il y ait 6 catégories de gens sur les campus universitaires, mais quelle politique proposons-nous pour la vie concrète des gens? Bon, je pense que ce sera l'objet d'un prochain débat, parce que mais vous avez déjà eu beaucoup de discussions et d'échanges. Et merci Anne Toulouse. Wokisme, la France sera-t-elle contaminée? Parce que c'était la dernière effectivement question. Et à lire, très en efficace. Réaction, c'est aux éditions du Rocher, bien sûr. Et Alex Maudo, La Panic Woke, anatomie d'une offensive réactionnaire, aux éditions Textuelles. Merci d'avoir participé à ce débat et d'avoir aussi défini ce qu'était le wokisme, parce que c'est pas forcément connu en fait de tout le monde. On en parle beaucoup dans la société sans savoir précisément ce qu'il y a.